Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, il a été interpellé en République démocratique du Congo pour être entendu par les services de l'Agence nationale de renseignement. Le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Félix Tshisekedi, François Béillard, est toujours aux arrêts. Il est cité dans un dossier d'atteinte à la sécurité de l'État. Entretien entre le président camerounais Paul Biya et Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, l'autonomisation des jeunes et la question du développement des médias communautaires au cœur de cette visite. Hermopolis, une start-up tchadienne, défend la gastronomie locale en faisant la promotion des composés directement produits dans le pays. Le conseiller spécial du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur les questions sécuritaires, François Béillard, a été arrêté en République démocratique du Congo, interpellé samedi 5 février. Ce proche du chef de l'État est soupçonné par l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, d'atteinte à la sécurité de l'État. Reportage entre correspondants, Jacques Mboka. François Béillard, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, est détenu depuis son interpellation le samedi 5 février par les enquêteurs de l'Agence nationale des renseignements congolais. Les rumeurs et spéculations se répandent sur les accusations contre l'homme de confiance du président de la République qui n'a pour l'instant vu aucune charge retenue contre lui. Il a été arrêté sur instruction de l'administrateur général de l'ANR pour une séance d'audition. Selon certaines sources, il est soupçonné d'être en harmonie avec ceux qui veulent tenter un coup d'État en République démocratique du Congo. L'arrestation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a eu lieu alors que le chef de l'État était à l'Assemblée générale de l'Union africaine où il a procédé à la passation du pouvoir avec son homologue Macky Sall du Sénégal. Selon certaines indiscrétions, le numéro 1 du Conseil national de sécurité a déjà été déchargé de certaines de ses prérogatives, un signe de perte de confiance entre François Béillard et le chef de l'État Félix Tshisekedi. Et je pense que si François Béillard s'est compromis, maintenant, nous ne savons pas le dire, mais nous allons encore prendre notre mal en patience le temps que le service termine avec ses enquêtes, parce qu'il y a un grand travail aussi qui s'est fait selon certaines informations sur les enquêtes autour de certains numéros téléphoniques autour desquels les services voudraient bien voir un certain nombre de renseignements. Ancien puissant chef de la Direction générale des migrations sous le mandat de Joseph Kabila, François Béillard a été nommé à la tête de ces structures qui est au-dessus de tous les services de sécurité de l'État au lendemain de l'avènement de Félix Tshisekedi. Selon le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui a eu à rendre visite à François Béillard, ce dernier n'a subi aucune torture et ses conditions de détention semblent respectées dans l'attente d'une suite judiciaire ou d'une remise en liberté. Au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay, a effectué un déplacement à Yaoundé, au cours duquel elle a été reçue le 6 février par le président de la République, Paul Biya, au menu des discussions, l'éducation en milieu scolaire et le développement des médias communautaires. Reportage Tirindassa. En visite officielle au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Palais de l'Unité, dans l'après-midi du 6 février 2022. Un entretien qui a permis au chef de l'État camerounais et à son hôte de passer en revue les principaux sujets de coopération qui unissent le Cameroun et cette institution onusienne. D'abord l'éducation. Vous savez que le monde entier vient de vivre une crise éducative majeure et le Cameroun est un des pays avec lesquels l'UNESCO a le mieux travaillé dans la période récente pour assurer et travailler à la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Et c'est une leçon d'ailleurs qui est utile pour toutes les zones où l'éducation est encore difficile car nous sommes très attachés à défendre le droit à l'éducation pour toutes et pour tous. Autre sujet évoqué, le développement des radios communautaires, fruit du partenariat entre l'UNESCO et le gouvernement camerounais. Audrey Azoulay estime que les radios communautaires sont un levier important
permettant une communication de proximité entre les diverses couches sociales d'un pays. Des radios communautaires qui sont si importantes là aussi pour avoir une présence dans la diversité des langues, dans la diversité des cultures, la diversité des territoires et avec une implication forte de la société civile, des jeunes, des journalistes, du monde culturel, du monde associatif qui trouvent un média d'expression très fort à travers ce réseau de radios associatives. Au terme de l'audience avec le chef de l'État, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a reçu la distinction d'officier de l'Ordre national de la valeur. L'opposition malienne fustige le processus de relecture de la charte de la transition. L'opposition craint un renforcement du pouvoir du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le texte adopté vendredi dernier en conseil des ministres prévoit par exemple de supprimer le poste de vice-président de la transition. Le colonel Goïta se retrouverait ainsi seul à diriger le pays. Samantha Sabero-Saboubanga. Un nouveau projet de loi au Mali pour renforcer les pouvoirs du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La nouvelle loi qui a été adoptée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 février 2022 propose entre autres la suppression du poste de vice-président de la transition et l'augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition. Oui, effectivement, le Conseil national de transition, qui fait office donc de l'Assemblée nationale, a été convoqué en session extraordinaire ce week-end pour plancher entre autres sur différents projets de textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres, notamment la charte donc de la transition. Le nouveau texte précise que la suppression du poste de vice-président de la transition vise à éviter les duplications des missions et permettre aux ministres chargés de la Défense et aux ministres chargés de la Sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles. Le Conseil national de transition aura ainsi pour mission de réviser la charte de la transition et la loi électorale. Donc, à la lumière de tous ces projets de textes qui doivent être étudiés pendant cette session extraordinaire du Conseil national de transition, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une session convoquée uniquement pour attribuer les pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires au président de la transition, à mon avis. Lancées dans le pays depuis le 11 décembre 2021, les assises nationales avaient décidé de prolonger la transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans. Un délai jugé inacceptable par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui dit attendre un calendrier plus raisonnable des autorités maliennes. En attendant, le Mali est toujours suspendu des instances de la CEDEAO. Ces sanctions impactent fortement son économie. Au Mali, où les forces armées auraient fait leur entrée à Farabougou, un village situé au centre du pays, un convoi a été déployé dans cette zone. Les FAMA, les forces armées maliennes, ont depuis décembre lancé de nombreuses offensives, notamment dans le cercle de Niono, où se trouve justement ce village de Farabougou. Depuis quelques jours, les forces régulières revendiquent des dizaines de terroristes neutralisés, mais aussi la saisie de matériel militaire. Valoriser le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique. C'est la mission que s'est donnée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers un programme qui cible entre autres le Zimbabwe, où le secteur de l'aquaculture est en voie de développement. Kamesh Katapouli. Comment favoriser une pêche durable à l'heure où le changement climatique est au centre des préoccupations ? La question est essentielle pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, actuellement aux commandes du projet Fish for ACP, un programme dont bénéficie le Zimbabwe, où la demande en tilapia est très importante. Avec ce projet, le pays va pouvoir développer l'élevage de ce poisson. Quand j'ai commencé l'élevage de tilapia, je pensais que c'était facile, surtout avec la construction d'étangs de pêche. Je pensais que nous pouvions simplement utiliser nos murs pour faire ces étangs. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il y avait besoin de grosses machines comme des excavatrices. Initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Fish for ACP est un programme quinquennal associant inclusion sociale et durabilité. Une aubaine pour le Zimbabwe qui compte un bon nombre de ressources halieutiques, mais plusieurs défis persistent.
La FAO déplore non seulement un manque de statistiques, mais aussi l'absence de politique intégrée pourtant nécessaire au développement de ce secteur. Le poisson est très important pour les économies des pays de ces régions comme source de nourriture, de revenus, de subsistance et d'emploi. Mais les secteurs de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été en mesure d'atteindre tout le potentiel qu'ils pourraient avoir dans ces régions. Et les avantages qu'ils génèrent n'atteignent pas toujours les communautés qui en ont le plus besoin. En 2011, le Zimbabwe avait d'ailleurs obtenu un soutien financier de la part de la Banque africaine de développement pour l'élevage du tilapia. L'institution avait octroyé au pays une enveloppe de 8 millions de dollars, une somme destinée à financer le projet d'extension Lake Harvest Aquaculture. La gastronomie tchadienne et sa grande diversité, une start-up en fait la promotion, une promotion des recettes du pays en valorisant les aliments produits sur place. La start-up Hermopolis se veut au plus près des saveurs locales. Reportage notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, la start-up Hermopolis valorise les boissons et les mets locaux au profit des N'Djamenois. Créée par un jeune passionné de la restauration, la start-up a pour but de promouvoir les cultures culinaires du pays et leurs histoires à travers des cocktails. Il propose à ses clients des menus atypiques, soigneusement préparés à base de produits locaux. Nous avons cette particularité de représenter notre très cher et beau pays du Tchad par nos cocktails qui sont assez diversifiés et qui sont représentatifs des différentes cultures que nous représentons ici. Et nous voudrons que tous ceux qui viennent ici consomment purement tchadien, mais aussi qu'ils aient une connaissance très bien approfondie sur ce que nous valorisons à travers nos cocktails. La start-up propose également aux clients étrangers des menus fast-food à base de la viande et des légumes très prisés par les communautés locales. Il veut ainsi contribuer à moderniser le savoir-faire culinaire ancestral des communautés locales, mais surtout participer à la transformation des produits de l'élevage et l'agriculture qui constituent la base de la croissance économique du Tchad. À nos brochettes qui sont faites à base de la chair de zébu qui, vous savez très bien, le Tchad c'est un pays qui exporte largement la viande et nous avons la meilleure viande en Afrique et pourquoi pas dans le monde, nous avons ici. Et nous voudrons que le monde qui se trouve au Tchad vienne déguster la tendresse du Tibesti, la tendresse de tout ce que nous avons comme élevage ici. Et voilà, c'est aussi une très grande particularité. En dehors de la restauration, Hermopolis offre aussi un cadre d'échange et d'affaires à ses clients dans le respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Cette initiative de la promotion des cultures culinaires tchadiennes est saluée par les autorités. Des centaines de milliers de supporters dans les rues de Dakar pour célébrer l'équipe nationale de football au lendemain de leur sacre historique à la Coupe d'Afrique des Nations. Face à l'Égypte, les joueurs d'Aliou Cissé ont été accueillis en héros ce lundi à leur retour au Sénégal. Une marée humaine, comme vous pouvez le voir sur ces images, une marée humaine qui a déferlé dans les rues de la capitale. Les Lions de la Teranga vont par ailleurs être reçus ce mardi 8 février dans l'après-midi par le président Macky Sall au Palais de la République. Les joueurs vont recevoir l'Ordre national du Lion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.